Oh Magali, ma tanta amado, mette la testa au finestrino. Escuto un pau a questo bado de tamburine e de violun. Esplendeste la piramun, laure tumbado. Mais las estelos paliran quand te verran. Comment je m'appelle? Oui. C'est Monsieur Combette, Paul. Je m'appelle Odile Serre. Je m'appelle Claudette Magnier. Francis Serre. Kelly Best. Isabelle Poulain, j'ai 53 ans. Geneviève, Pépin Brissac, mon nom de jeune fille. Alain Gibaud, 56 ans. Je m'appelle André Dumas. Claudine Dominique, épouse de Lano. Alors moi je m'appelle Maguelone Albouy, née Lano, donc la fille de Claudine. Jacques-Claude Lamouche, à Saint-Mathieu depuis les années 80. Je suis Anne-Marie Trosselier, de Saint-Mathieu-Tréviers, enfin de Tréviès. J'habite à Saint-Mathieu de Tréviers depuis, je sais pas, 20 et quelques années. Je suis natif, on va dire, de la commune de Saint-Mathieu de Tréviers. André, la parole. Bon, ben, je suis né à Montferrier-sur-le-Lez. Je suis de Saint-Mathieu et j'ai toujours vécu à Saint-Mathieu. Je suis née à Lansargues. Mes parents sont Lansargues et Lunel et mes parents sont venus boulanger en 1944-45. Je prenais le vélo 2 fois par semaine et puis je faisais le tour de Pic-Saint-Loup. Et puis un jour, un copain m'a dit ben, on va à Saint-Mathieu. Et puis je suis venu à Saint-Mathieu, l'erreur. J'ai plus fait de vélo. J'ai rencontré une épine qui m'a accroché. Puis je me suis mariée avec celui qui est à côté. À quelle église? À l'église de Saint-Mathieu, oui. Ouais, à la mairie de Tréviès et à l'église de Saint-Mathieu. La commune de Saint-Mathieu-de-Tréviès a toujours été une commune unitaire, mais longtemps avec 2 villages qui, comme toujours dans ces circonstances, se regardaient à chaîne de faïence. En fait, quand on regarde la structure de la commune, on s'aperçoit qu'il y a trois grandes époques. La première époque, c'est l'installation d'une halte des légionnaires romains. Par la suite, s'est bâtie cette église qui a été une église abbatiale, dont il devait y avoir un monastère, un couvent. La deuxième partie, c'est la construction de Saint-Mathieu. La construction de Saint-Mathieu, elle date du XVIIe siècle, c'est-à-dire au moment où le château de Montferrand se trouve démantelé. Et il dominait un péage, le péage Tréviès 3 voies, Trébus-Vis aux 3 voies. Saint-Mathieu s'y est réalisé et est devenu le point essentiel, le point le plus peuplé. La création de la route Montpellier-Mende a suscité le développement de Tréviès sur la route et à partir de la route et avec la route. Et alors, à la fin du XIXe siècle, les populations des 2 villages se sont équilibrées. Et à ce moment-là, a commencé vraiment des moments de lutte extrêmement forts. Il y a toujours eu quelque chose. Il y avait, paraît-il, une certaine animosité entre les 2 catégories d'habitants. En bas, c'était les orgueilleux, je crois, et en haut, je ne sais plus quoi. Et moi, je faisais partie jeune, je faisais partie du village du Haut. Parce que c'était un petit peu, il y avait un petit peu un peu la guéguerre entre le village du Haut et le village du Bas. Je m'en souviens de mon grand-père quand il le racontait. On entendait les parents qui s'en voulaient comme ça, c'est Saint-Mathieu-Tréviès. On était de Saint-Mathieu et on n'était pas de Tréviès. Voilà. Est-ce qu'il sait pourquoi ils ne s'entendaient pas, les villages de mon père? Il avait une idée? Je ne sais pas du tout. Vu que les villages étaient éloignés, parce que là, pareil, ce dont on ne se rend pas compte aujourd'hui, mais il y avait vraiment un no man's land d'1 kilomètre.
À Tréviès, il y avait 110 habitants. En 1884, il y avait 110 habitants. Ici, il y avait 145 à Saint-Mathieu. 110 habitants, il n'y avait personne. Il y avait la maison Martin, tout ça, ça n'existait pas. Hein. C'était de petits villages, quoi. Parce qu'à l'origine, même les morts du village du Haut, on les enterrait en bas. Même en municipalité, hein, même dans le conseil municipal, ça a toujours été un peu... Maintenant, on n'en fait plus qu'un, parce que ça s'est construit. Je sais que Soman, le père, avait fait le fils, je ne sais plus, avait fait bâtir la mairie entre les deux villages pour faire le lien. Vous vous en rappelez les années Sommades? Là, on part dit. C'était quoi les années Sommades? Les années Sommades, d'abord ça a duré une éternité. Pour nous, c'était le Gérard, c'était notre mère, c'était une figure du village, quoi. Nous avons enseigné ensemble à l'université. D'ailleurs, j'étais aussi son étudiant. Quand j'étais, à l'époque, ça se passait à la fac de Troyes. Donc j'étais l'étudiant de M. Soman. Et voilà, donc il m'a encouragé à m'installer ici. Moi, je l'aimais bien. Pourtant, j'ai fait un mandat avec lui. Moi, je trouvais qu'il était juste. C'est une personne qui a marqué la région. Il a été maire, il a été président du conseil général, il a été député de la circonscription. C'est une famille qui est très connue. Et ici, à Saint-Mathieu, son père, je crois aussi, a été maire. Donc il y a toute une dynastie Soman. Et mon arrière-grand-père, avec mon arrière-grand-mère, se sont installés au bord de la route, où il y avait déjà d'ailleurs quand même 2 auberges importantes, qui sont celle qui est la propriété de la famille Montel-Jaoul, et puis celle qu'on appelle la ferme, qui est la propriété de la famille Arnal. Le docteur Arnal. Alors son père a fait, du père à un fils, ils ont fait docteur à Tréviès. On reconnaît maintenant le docteur Arnal archéologue, alors qu'à ce moment-là, on connaissait le docteur Arnal médecin, mais archéologue, à part ceux de Tréviès, à l'extérieur, on ne connaissait pas. Moi, j'ai vu défiler chez moi le monde entier. Et il y en avait un en particulier, les Espagnols, je les connaissais, on allait même chez eux, etc. Et il y avait un Allemand, Seinmaster, qui est venu pendant 3 ans avec tous ses étudiants, logés et nourris par mon père, au Lébous, pour fouiller le Lébous. Et c'était leur thèse en Allemagne, c'était leur thèse qu'ils venaient faire ici. On venait fouiller, chercher des menhirs dans toute la Garée, sans eau. Il m'a dégoûté de la préhistoire. On n'avait pas les GPS et tout ça, il n'avait pas pris les bons repères, et du coup, ça a été... C'était au Lébous, hein? Écoute, non, alors c'était pas au Lébous, celle-là, parce que c'était un menhir qui a été après installé au zoo. Alors, tu sais, c'est celle qui est une femme, c'est pas un menhir en fait, c'est... Le terme, je pourrais... Les déesses muettes, qui représentent, qui ont une représentation, avec une représentation humaine. Ah, et ben c'était celle-ci qu'on a cherchée. Il l'a retrouvée le lendemain, moi j'y étais pas, j'ai pas eu... Ce jour-là m'a un peu exclu de la préhistoire. Oui, le docteur Arnal, c'était notre docteur, c'était vraiment... Ben, c'était le seul, tu n'avais pas le choix. Moi j'allais dire, c'était le seul du village. Oui. Non, les gens ils faisaient pour aller le joindre, pour lui dire je suis malade. Il se disait par la communauté, parce que les gens n'avaient pas le téléphone. On a connu ce qu'on raconte, on l'a appris au jour le jour, on apprenait des choses pour les bandages, pour tout ce qu'on pourrait vous raconter. Mais pour nous, ça semble naturel. Alors que pour les gamins, quand on leur dit, à ce moment-là, il n'y avait pas d'eau. Ah, donc oui. pas d'eau dans les maisons, des WC, il n'y en avait pas dans les maisons, il ne fallait pas compter. Donc la télé, la radio, il n'y avait pas partout, des radios. Alors pour se chauffer la nuit, un moine qu'ils appelaient le moine, pour chauffer un peu le lit. Vous mettez ça sous les draps, et une bonne pelletée de braise dedans. Quand vous vous couchez dans le lit, là, il était chaud. Un plaisir d'aller se coucher.
Vous aviez une épicerie pendant combien de temps? En fait, c'est donc mes grands-parents l'ont ouvert en 56. Mon père a pris la suite en 1970, enfin mes parents. Et il a pris sa retraite en 96. Donc pendant 40 ans, il y a eu... voilà. Et donc ce que j'explique, qui paraît, voilà, ça fait partie des trucs qui sont un peu hallucinants au départ, c'est que au départ c'était une épicerie classique, on va dire. Et ensuite en 70, ils ont agrandi, ils en ont fait une supérette. Et c'était supérette, c'était un concept qui, voilà, à part dans les grandes villes, on ne connaissait pas. Moi, quand je suis née, bon, même quand mes enfants sont nés, moi, les couches n'existaient pas. Hein. Moi, j'ai commencé à connaître, pour mes enfants, j'ai commencé à connaître le plastique, les culottes en plastique. Mais on mettait des langes en tissu, hein, un peu éponge, et on mettait une culotte en plastique par-dessus. Ça permettait quand même de protéger la literie. Et nous, après, nos enfants, ils ont eu des matelas. Hein. En bas, là, il y avait tout ça, on a laissé périr. Il y avait un marronnier, comme ça. Il faisait de l'ombre, là, un pagaille. Maintenant, il y a une poubelle pour mettre les papiers. C'est pareil, quoi. Et un marronnier qui faisait de l'ombre. Et il y avait un parapet, exprès pour laver le linge. Parce qu'il y avait un robinet, ou à la rivière. Ils allaient laver à la rivière, dans l'eau courante. Ils avaient une planche qui se mettait, ma grand-mère faisait ça, se mettait à genoux, presque dans l'eau, et allait. Et comme il y avait des ronces ou des machins comme ça, ils mettaient le linge à sécher. Ceci. Au bord de la rivière, c'était plein de linge. Vous imaginez un peu ça, vous vous rendez compte? C'est vrai que quand j'étais jeune, il y avait la boucherie, qui était là, à cette porte-là, la boucherie, la boulangerie, l'épicerie. Il y avait un peu tout. Hein. Et puis maintenant, il n'y a plus rien. On va à l'Intermarché. Quand je suis née, mon père était à la guerre. Hein. Ça, il est venu après en permission, mais il était à la guerre. Mon grand-père a été démobilisé et il s'est retrouvé dans le village. Enfin voilà, il est revenu au village et il a continué à... Ça, je me rappelle parce qu'il m'en parlait. Il a continué son activité durant la guerre donc d'épicerie et de commerce, mais souvent il faisait, ce qu'il me disait, il gagnait en fait rien du tout. C'est-à-dire qu'il revendait, il se débrouillait pour trouver des produits et voilà, qu'il revendait aux gens du village, qu'il fournissait et il gagnait, en fait, il revendait quasiment à prix coûtant, il revendait pas grand-chose. Alors 200 grammes d'huile, 300 grammes d'ici, 350. Et puis alors, elle fait des tickets, hein, des tickets. Tellement bien qu'après la guerre, après la fin des rationnements comme ça, il y a des gens qui ont dit « Bon, donnez-moi comme je touchais, parce que c'était bien, 200 grammes d'huile, 100 grammes de sucre. » Il n'y avait pas une vraie occupation permanente, c'est-à-dire qu'ils étaient quand même dans le secteur, ils passaient, et il y a une anecdote aussi, ça qu'ils m'avaient raconté, ils avaient un camion, un fourgon, et ils sont partis avec 2 ou 3 gars du village, ils sont montés justement en Haute-Loire, je pense, à voir quelqu'un, une ferme, gens qui connaissaient, ils ont embarqué du bétail, alors je ne sais pas ce que c'était, je crois que c'était des cochons, et ils sont redescendus donc avec leurs cochons, avec le fourgon, et à un moment ils ont failli être arrêtés par les Allemands qui étaient sur la route, et donc là ça aurait mal tourné, et donc ils me racontaient qu'ils sont arrivés avec le fourgon, mais heureusement c'est dans une montée, et le gars, donc le chauffeur, a ouvert la vitre et a dit aux Allemands, non, on ne peut pas s'arrêter, si on s'arrête, le camion va caler, on ne pourra plus repartir, voilà. Donc ils leur ont dit, bon, allez, circuler, ils sont passés avec leur cargaison de cochons, voilà, ils sont arrivés au village. Ça, après, ils avaient mis en place un peu aussi des trafics et voilà, pour nourrir le village en fait. Les Allemands, ils enlevaient les pneus et tout. Ouais, ils passaient, ils faisaient enfin des razzias, ils récupéraient tout ce qu'ils pouvaient. Ah oui, oh, ils se servaient. Ah, les Allemands. Donc c'était assez compliqué pour les locaux, c'est pour ça qu'il fallait essayer de se débrouiller, voilà, pour... Mon père mais c'était un sujet tabou, comme dans toutes les familles. Hein. Non. Mon père est mort, moi, il y a 11 ans,
Même à la retraite, il venait tous les jours à la maison. C'était rare quand il en parlait. Surtout, moi, ce que j'ai aimé, c'était le château de Vivieurs. Vivieurs. Ah, la Roquette alors. C'est l'autre château, ça. Et avec Marie-Claire Sauval, nous étions les princesses là-bas. On partait en bicyclette et on allait nettoyer le château. On partait avec des pelles, des râteaux, des trucs. Ils sont jeunes. Ah oui, et on se régalait. On montait là-haut avec tous les outils sur le dos et on nettoyait le château. Ouais, c'est vrai qu'on traînait tout le temps, on était tout le temps dans la rue, dans le village, parce qu'à l'époque il n'y avait pas les voitures, donc on pouvait jouer dans le village, ou beaucoup, sinon systématiquement on était dans la garrigue, on jouait cow-boy aux Indiens, on escaladait, enfin voilà. On était tout le temps dehors, tout le temps dehors. C'est vrai que nous on a fait beaucoup de cabanes dans la garrigue, sous toute forme, en pierre, en feuilles, en bois, dans les arbres. Au bord du terrier aussi, on creusait, nous, on se mettait de la boue partout. On est à la rivière, on cherchait les têtards. Voilà, les élevages de têtards. Les enfants Arnal, on vivait dans la rivière, avec les Saumades. Les Saumades habitaient en face, on se retrouvait à la rivière. Et vous, l'école, c'était la maison d'enfants? C'était la maison d'enfants, c'est Mathieu, à côté de la boucherie. Ouais. Elle est restée jusqu'à quand, cette école? Ah, c'est Mathieu? Ouais. Alors, moi je suis rentrée en pension, j'avais 10 ans, donc je suis née en 47, c'était 57. Je crois en 52 ou 59, non, elle a dû... Il n'y avait pas de maternelle à l'époque, et on rentrait à l'école à 5 ans. Et ici, c'était une école unique. On a eu un instituteur, M. Rigal. M. Rigal. Quand on faisait des bêtises, il avait ce qu'on appelait un zwin-zwin. Alors le zwin-zwin, c'était une baguette comme ça, un genre comme une baleine de corset, vous savez, avant ces machins. Et sur les mollets derrière, il nous faisait ça tic. Et bien ça faisait mal. Moi je suis allé à l'école primaire de Saint-Mathieu-de-Tréviers. À mon époque, il n'y avait plus que... je crois qu'il y avait peut-être encore celle de Saint-Mathieu. Donc à Tréviers, à l'actuel Crédit Agricole. Elle a dû fermer en 74, si je me souviens bien, dans ces eaux-là. Ils ont vendu à Tréviers, parce qu'il y avait des écoles à Tréviers, ils ont vendu les écoles d'ici. C'est une garderie de jeunes de 14, 15 ans, 20 ans même, facile. Puis c'est fini, on a fait des écoles là-bas à Tréviers. Et ma cousine, mademoiselle Combette, elle était directrice de l'école. Quand mon fils aîné a eu l'âge d'aller à l'école, ils avaient construit l'école derrière la mairie là-haut. Voilà. Et quand il a eu l'âge d'aller en 6e, le collège a été construit. Donc ils ont eu beaucoup de chance. Oui. Ouais. Donc ils ont toujours été ici. Et vous étiez à l'école? Ah ouais, non, pensionnaire. Est-ce que vous veniez en vacances? Au bagne. Au bagne? Au bagne. Je venais toutes les vacances. De temps en temps, je m'échappais, je prenais l'autobus, s'arrêtait devant le collège, devant mon pensionnat. Je montais. Quand tu dis l'autobus, c'est pas le machin cheval. Non, c'était l'autobus, c'était Jaoul. C'est lui, Jaoul, vous connaissez. Oui, à ce moment-là, c'était Jaoul. C'était Jaoul. C'était le petit autobus le petit machin. Montel, c'était Montel. Il partait avec le bus tous les matins. Alors déjà, quand il arrivait là-bas, à 5 ou 600 mètres, il klaxonnait pour que les gens y descendent, parce qu'il ne montait pas ici le bus. Il se prenait en bas du village où il y a tous les jardins là-bas. Alors alors, quand il y avait des gens âgés, alors il y avait de ces marches, comme ça là. Alors le vieux Montel, le gros là, il dit, « Bosse pas un palam per monter? Tu veux pas un palam pour monter ?» Montel tenait le changement de vitesse du car, comme ça, d'une main solide, et Mazel était avec lui dans le car avec une masse. Et au moment de démarrer, Montel criait à Mazel, « Mazelou, pas ici !» Et l'autre, bam, foutait un coup de masse, et le car avançait comme ça. Alors, arrivé à Montmort, là, où il y a le lycée agricole, il poussait avec le ventre le volant. Parce que Montel,
qui avait longtemps conduit des chevaux, donc il conduisait sa voiture quand son car, et quand il y avait une petite côte, le car avait des difficultés. Alors, Père Montel était là en train de bouger comme ça, comme s'il poussait les chevaux, à peu près de la même façon. C'est quoi les bêtises qu'on faisait du coup à l'époque quand on était à l'école à Saint-Mathieu-de-Tréviers? Les bêtises un peu comme ça se fait partout, j'ai pas de... Ceci dit, on faisait moins de bêtises en classe, ça c'est sûr. Voilà, quand je parlais de la rigueur, c'est qu'en classe par contre, ça bronchait pas. Donc là, non, c'est pas question de faire de bêtises en classe. L'instituteur, M. Vidal, il était très sévère, parce qu'il arrivait par derrière, pam, ça tombait. Il avait l'appartement, mais il n'y avait pas l'eau. Il avait fait placer un réservoir. Et pendant le moment de la récréation, parce qu'il y avait des récréations dans le mi-temps, dans le fond, il nous faisait charrier l'eau du robinet dans son réservoir. Il y avait un collègue qui me dit « Oh, mais ça ne va pas aller loin, on a chacun des seaux, là, des cruches pour remplir pendant la récréation. » Alors on a dit « Oh, il faut décider quelque chose. » En montant l'escalier, on a tout lâché. Oh, tout inondé, ça a été fini, on n'a plus charrié de l'eau. Je me souviens, donc, un matin, on est arrivé, donc on avait 8 ans, 8-9 ans, on est arrivé, on a commencé à monter sur les charrettes, à se balancer, enfin voilà. Et bon, c'était un peu dangereux, mais sans plus, enfin, voilà. Mais en tout cas, ça n'a pas plu à l'institutrice. Et ce qu'elle a fait, donc on était peut-être une dizaine de gars pour avoir fait ça. Et elle est arrivée, elle nous a fait mettre en ligne, et on avançait, elle nous a mis une baffe à chacun, voilà. On avançait en ligne, paf, 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 voilà. On faisait le martelé, mais dans le village, je parle pas à l'école. Ah. Les jeunes, ils attachaient une pierre bien enveloppée avec un chiffon, pour ne pas abîmer la porte, et ils pendaient la porte là, comme ça, à la porte d'entrée, et puis avec une ficelle très longue, tant. On leur ouvrait, il y en a qui leur ouvraient, qui leur offraient à boire. Il y en a qui leur jetaient, s'ils étaient à l'étage, qui leur jetaient quelquefois de l'eau ou pas de l'eau sur la figure. Il n'y avait pas des toilettes à l'époque. Alors... Le vieux, il se levait avec ce canne et tout. Vous allez voir! On était à 100 mètres au moins, qu'on faisait tout le temps. C'était énervant, hein? Si quelqu'un vous frappe à la porte là sans arrêt, il se levait du lit, comme un fou. Bon, c'était pas méchant quand même, ça se passait quand même assez bien. En principe, on leur ouvrait, moi je sais que mon père a eu ouvert, mon père faisait du muscat et il leur offrait le muscat et bon, ça se passait bien. Le fait de boire du vin, donner du vin aux enfants. Et ça aussi, ouais, c'est vrai, le vin, donc ça s'est fait, mon père le faisait d'ailleurs, à l'époque, c'était la génération de mes parents, c'était style, le jour du baptême, souvent c'est ça, le jour du baptême, on faisait boire une cuillerée de champagne, enfin un petit peu de champagne au bébé. En 1956, tout a été gelé, donc il fallait s'organiser pour déjà arracher, toutes les vignes étaient arrachées, les oliviers et tout, hein, tout était sec. Et replanter, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous, mais pour des plantations, entre arracher, replanter, il fallait attendre au moins 2 ou 3 ans que la terre de nouveau se reforme un petit peu, quoi. Et vous plantiez une porrette qu'on appelait un plant, puis il fallait greffer, ça demandait au moins 3 ou 4 ans pour que ça produise un peu. Alors, vous vous rendez compte, c'était la catastrophe. Hein. Et mon père était un homme incrusté dans ce milieu, très viticulteur, très agriculteur. Il a créé la cave coopérative avec un monsieur qui s'appelait monsieur Olivier, en base de Zé. Mon grand-père, il s'est mis avec le père Sommade, avec Eugène Sommade. Oui. Et ils se sont mis tous les deux et ils ont hypothéqué leur propriété pour faire la cave coopérative. L'appellation Pic-Saint-Loup est arrivée un peu plus tard, alors ça c'est par mon père aussi, l'appellation Pic-Saint-Loup, et qui était notaire, lui, mais qui avait des vignes bien sûr.
Et ça, après, il y a eu l'appellation Pic-Saint-Loup. Tira la resa jambidau, tira la tus que si es punau, la yegas bona l'uvimiu, tira la tus mon compagnon. L'occitan d'ici, c'est l'occitan qui se parle juste dans le Massif central pratiquement, Lozère, tout ça, ça se parle. Et puis même juste dans les vallées du Piémont, dans les vallées italiennes, ils parlent c'est riche, l'occitan. Quand on parle en français, on dit en bois, la table est en bois. Si on dit là derrière, c'est un bois. Oui. On a un mot pour dire le bois, ça peut être. Tandis qu'en occitan, c'est 4 mots différents. Là, la table est en bois, la table est en bois. Là derrière, c'est le bosque. Le bois, c'est le bosque. Le bosque, c'est la forêt, le bosque. Si on parle du bois qu'on brûle, c'est la laine. Et si on parle du bois de charpente, tout ça, c'est la sfuste. Pour le même mot, on dit les poutres en bois, on dit bois, alors que le même mot... Nos parents, ils parlaient tout le temps patois, pour te dire, hein. Je parle de quand même un certain temps, mais ils parlaient patois. À table, on parlait patois. Toi, tu as des mots, comme la paye, hein. On paye, est-ce que une paye, quand il y a quelqu'un une paye, nous on sait ce que c'est une paye, mais quelqu'un qui vient de notre région, il ne va pas savoir ce que c'est. Une paye, c'est un chiffon. Oui, la paye. Et le français, c'était à l'école. Oui, le français, c'était à l'école. Oh, le français, c'était quelque chose quand même. Quand on était jeune, l'été notamment, le soir, on sortait, on allait prendre le frais. Et on se réunissait tous. Voilà, on vivait dehors d'abord, on n'avait pas les télévisions au départ. On vivait dehors, l'été on était tous dehors. C'était, voilà. Et ça, moi, ça me manque. Ça même, dans notre génération, je trouve que ça a été le changement de tout. On a vu partir beaucoup de gens. On a vu partir nos petits commerces qu'on avait. Quand on traverse le village et qu'on revoit ces maisons qu'on a connues et qu'on voit des gens qu'on ne connaît plus, on a un petit pincement au cœur. D'ailleurs, Saint-Mathieu, je ne monte plus beaucoup. Parce que ça reste là. Hein. Après, il y a quand même quelques jeunes qui sont revenus, qui ont repris des maisons de famille. Mais bon. Et ce qui est bien avec ce repas de quartier, justement, c'est que ça nous permet de voir un petit peu tout, de se revoir avec tous ces gens. Ça, c'est bien. Les fêtes religieuses, quand même, ça avait un impact dans nos villages assez c'était la distraction, important. Hein. Le 19 mars, c'est la Saint-Joseph. Il y a le Saint-Joseph au bout du Pic-Saint-Loup. Alors tout le monde prenait le sac sur le dos et Pic-Saint-Loup. Il y avait des gens de partout, de tous les villages avoisinants, même de Montpellier. Il y avait beaucoup de gens qui venaient de Montpellier aussi. Chacun portait quelque chose pour manger, mais on mettait tout en commun. Hein. Et on faisait des grillades, on faisait de tout. Mais je veux dire, il n'y avait pas de différence entre les gens de Sainte-Croix, les gens de Saint-Mathieu, les gens de Saint-Bouzille, tout ça. Tout le monde était ensemble. Hein. Mais je me souviens d'une anecdote. On montait des saucissons, des œufs durs. Et une année, il y avait un de nos amis de Saint-Mathieu, c'était Léon Durand. On savait de qui il s'agit, qui avait des jumelles et nous faisait voir comment les lieux qu'on pouvait distinguer autour du pic. Et pendant qu'il nous expliquait ou qu'il nous faisait voir de ces jumelles ce qu'on pouvait découvrir, il y en avait un très honnêtement qui lui piquait un saucisson dans le sac. Et on l'avait invité à manger quelques tranches de saucisson, il l'avait trouvé très bon. Alors il y a un clou planté dans le rocher. Et ce clou était protégé sur les 4 côtés par 4 morceaux de briques. Quand on allait le toucher, on disait qu'on se mariait dans l'année. Et il y en avait qui avaient besoin de toucher le clou.
il était quelquefois obligé de se marier dans l'année, effectivement. Parce qu'à ce moment-là, c'était comme ça. Est-ce que c'était vrai pour vous? C'était vrai, mais c'était pas vrai. Est-ce que vous l'avez fait? Je l'ai touché plusieurs fois. En 64. Sûrement que cette année-là, ça a dû se faire, mais... Un pays vit à partir de sa mémoire. Et si on coupe sa mémoire, il disparaît. Les institutions ont besoin, profondément, plus que les hommes encore peut-être, d'une mémoire collective. Ce côté patrimoine est assez récent en fait. Enfin, le Pic Saint-Loup, Montferrand, tout, on l'a vécu comme pour nous c'était un décor. Voilà, c'était le décor de notre quotidien. Le patrimoine paysager ici est extraordinaire entre les vignes et la garrigue. Moi, je crois beaucoup à la notion de trace, quoi. Voilà, il faut que pour la transmission, il faut qu'il y ait une trace, qu'elle soit écrite, qu'elle soit visuelle, parce que la culture orale, il y a des pertes en fait aussi. Pour moi, c'est ça le patrimoine, c'est fait partie. La mémoire, C'est la langue occitane. Qui a bercé mon enfance, puisque tous les vieux parlaient occitan. Dans ma famille, mon grand-père, mon père parlait occitan, ils se parlaient entre eux en occitan. On disait en patois, c'était en occitan. Donc doré, on apprenait l'occitan. Donc mes enfants à qui j'en ai parlé, ils comprennent un peu l'occitan. Mais de voir que maintenant ça tombe, tout le monde laisse tomber ça, je trouve que... On leur parle en patois. Quel gâchis, je me dis. C'était tellement beau. Qu'est-ce que tu dis? T'as pas compris? Oui, si, j'ai compris, tu peux dire ça. Ouais. De transmettre que l'histoire, ça suffit pas. Il faut transmettre l'émotion aussi. Heureusement qu'il y a des comme vous qui filmez, parce que dans 10, 20, 30 ans, on pourra ressortir ces choses-là. Les jeunes pourront, tandis que s'il n'y avait pas tout ça, bon, ben tout se perd. C'est quoi le Pic Saint-Loup pour vous? Pour moi, c'est notre montagne, à nous. Je suis arrivée, moi, ici, j'avais 6 ans. Le Pic Saint-Loup, c'est notre image, le Pic Saint-Loup. Partout où on va, le Pic Saint-Loup. C'est mon papa qui nous a amenés. Parce que moi, je ne connaissais pas Saint-Mathieu de Tréviès, on habitait à l'Est, et il nous a amenés directement là. C'est vrai que quand j'ai vu le Pic Saint-Loup, c'est magnifique, hein? C'est magnifique. Je m'aperçois qu'on le voit de partout. Donc je ne peux pas identifier la première fois que je l'ai vu. Par contre, ce que je peux dire clairement, c'est que plus je le vois et moins je m'en lasse. Vraiment. Et alors, vous le regardez de partout, il est différent. Oui, ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable. Vous le voyez de Sainte-Croix, c'est un pic. Vous le voyez de Saint-Martin, c'est une falaise. J'ai mes filles, quand on partait en vacances, quand on arrivait à la vue du Pic Saint-Loup, on disait, je avais 7-8, papa, il me semble qu'on respire mieux ici. Que je finissais le boulot vers 1h et quelques du matin, je prenais les petites rues vers Assas, toi, les petits chemins, je préférais, et quand je quitte, donc dès que je voyais le Pic Saint-Loup, l'Ortus, enfin un pays civilisé. Souvent quand on s'en va, dès qu'on voit le Pic Saint-Loup, hop, on est à la maison. Quand on revient de Nîmes, surtout là, quand on revoit, quand on commence à apercevoir le Pic Saint-Loup, on me dit ça y est, on est chez nous. Je me sens chez moi quand je le vois. N'est pas una de vigneta de ganches a palavas, de lunelcios casacetas, en passe per luclapas, de que ya nau en nau, que emberis notre ciel mi surnau, Becciacchi lupi de loup, lucere bleu de roc deus et de potas, Becciacchi lupi de loup, lucere bleu que se vede per tout. Quand il y a des tenques en place, à quel beu serait punchut. Quand d'hommes de toute race, d'aspeviel en cunugut. Dans et dans, en passat, mais lupic se chamaia baissat, Becciacchi lupi de loup, lucere bleu de roc deus et de potas, Becciacchi lupi de loup, lucere bleu que se vede per tout.